Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce Twitch Advance et je suis Emmanuel Hiver, je suis le directeur délégué du concours Advance et j'ai la chance et l'honneur d'avoir aujourd'hui à mes côtés les 4 directeurs et directrices des écoles du concours Advance. Donc c'est vraiment un moment important puisque c'est la première fois qu'on arrive à faire un Twitch, à les réunir tous les 4 au même moment, au même endroit. Alors, connaissez le principe du Twitch, hein, vous avez l'habitude maintenant, posez toutes les questions que vous avez en tête, ils sont là pour y répondre et on ne va pas les ménager. Je vous préviens tout de suite, on est là pour tout savoir sur les écoles du concours Advance. Alors, si vous avez des questions, donc ça passe par le chat. Si vous avez des questions sur l'organisation du concours, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, on va y répondre. Hein. On a une équipe derrière qui répond par écrit. Nous, on va vraiment s'intéresser aux écoles, aux métiers d'ingénieur, pour vous permettre de vous projeter finalement, parce qu'on arrive dans un calendrier qui devient de plus en plus serré. Vous avez fait vos vœux sur Parcoursup. Vous avez jusqu'au 1er avril pour les confirmer. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé forcément par les écoles du concours Advance. Donc à nous aussi de vous expliquer quelles belles écoles nous avons. Et on va commencer tout de suite, tout simplement par une présentation. C'est quand même le plus simple. Alors, on va commencer par la gauche. Véronique Bonnet, directrice de l'ESME. Moi, j'ai une première question pour vous. Déjà, en 1 minute, présentez-nous l'ESME. Mais 1 minute, pas plus. Alors effectivement, je dirige l'ESME, qui est l'école généraliste du concours Advance. Donc c'est une école qui fête cette année ses 120 ans, qui est classée généraliste parce qu'elle a une formation très large qui débouche sur 6 grands domaines. Et donc je pense que j'aurai l'occasion de peut-être plus les détailler après. On va développer. Et donc la particularité de cette école, c'est que dès la prépa, elle va proposer à ses élèves de tester ces 6 domaines et donc de choisir ce qu'on appelle des parcours. Et donc, les élèves peuvent tester ces parcours pendant les 3 premières années et choisissent finalement un domaine de spécialisation, on appelle ça plutôt une majeure, en 4e et 5e année, mais après avoir testé les domaines de l'école au cours des 3 premières années. Merci pour cette première présentation. Encore une fois, on va aller dans le détail juste après. Vanessa Prou, directrice générale de Subbiotech. Présentez-nous cette école de biotechnologie. Vous avez déjà tout dit, en fait, j'ai plus rien à dire. Oui, mais il y a beaucoup de choses derrière. Bien sûr. Donc oui, effectivement, Subbiotech, école d'ingénieurs en biotechnologie. Notre objectif est de permettre à des jeunes gens de se former à des métiers d'ingénieurs pour valoriser tout le monde vivant, puisque les biotechnologies, c'est ça, c'est la valorisation du monde vivant à des fins utiles pour l'homme. Les biotechnologies, elles répondent à nos besoins essentiels dans la santé, se soigner, prévenir les maladies, dans l'alimentation, mieux se nourrir, dans l'environnement, le préserver, valoriser l'environnement aussi, et également dans l'industrie de la cosmétique. Donc nous, on va former des ingénieurs pour tout le cycle de vie d'un produit ou d'un procédé issu des biotechnologies. Tout ça grâce à des options dans le cycle ingénieur. On a des options métiers, par exemple les métiers de la recherche, ou du contrôle qualité de la production, ou encore du technico-commercial. Et puis, on va également proposer des ouvertures secteurs d'activité, cosmétiques, agroalimentaire. Enfin, donc du coup, nous, en fait, on se positionne comme une école généraliste en biotechnologie. Et puis, je précise, on est la plus jeune des 4 écoles, et d'ailleurs, j'ai le même âge que l'école, j'ai 22 ans. On en parlera. Alors c'est une question intéressante parce que j'ai une question pour vous justement sur votre parcours. Sur le parcours, comment on devient DG. Ça aussi c'est une question je pense qui vous intéresse également. Alors Anne-Ségolène Abscheit, directrice générale de l'IPSA, une école qui prend de la hauteur. Et oui, c'est une école qui est spécialisée en aéronautique et spatiale. Alors pourquoi c'est important ? Parce que l'aéronautique et spatiale, c'est la filière stratégique pour la France. D'abord, elle est historique. C'est en France qu'on a tout créé. Ensuite, c'est une filière qui est en excédent commercial. Et ça, c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est une filière qui est pourvoyeuse d'innovation et pourvoyeuse d'emploi. Et à l'IPSA, on vous forme autour de cette formation et notamment le programme ingénieur en 5 ans. Vous pouvez le faire en anglais, en français, sur 3 campus, à Paris, à Toulouse et à Lyon, en apprentissage ou en classique. Voilà, 9 majeurs, plein de détails à découvrir tout à l'heure pendant le Twitch. On va y arriver. Sylvain Gousseau, directeur général de l'EPITA, vous êtes le dernier à présenter votre école, mais vous êtes aussi le seul homme.
Je suis aussi le seul homme et pourtant j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour présenter l'EPITA. En fait, l'EPITA, c'est l'école des ingénieurs en informatique et en numérique, donc école en 5 ans. Et effectivement, ce que l'on peut dire sur cette école, c'est qu'elle est présente sur 5 sites, à Paris, Lyon, Rennes, Toulouse, Strasbourg. Elle ne délivre qu'un seul diplôme, le diplôme d'ingénieur de l'EPITA. Et c'est bien le même que vous fassiez vos études à Strasbourg, que vous les terminiez à Toulouse, puisque finalement, il n'y a pas un épitéen, un élève de l'EPITA, qui a le même parcours que son voisin, que ce soit un stage à l'international alors que l'autre personne fait son stage chez Orange en France, que ce soit un choix en cybersécurité alors que votre camarade choisit de l'intelligence artificielle ou un parcours entrepreneurial. Bref, il y a effectivement une énorme diversité de parcours qui permettent de conduire un diplôme d'ingénieur qui ouvre sur finalement tous les métiers, tous les secteurs, puisque c'est l'avantage aussi du numérique, c'est qu'il est partout, dans toutes les fonctions et dans le monde entier. Merci pour ces présentations rapides. Alors, on va rester sur vous, Sylvain, et je vais poser la question à tout le monde. Comment on devient directeur? Juste votre parcours en 2 secondes. Pourquoi vous êtes directeur général d'une école d'informatique et qu'est-ce qui vous fait kiffer là-dedans finalement? Alors, j'ai 53 ans, donc ça fait 28 ans que je travaille. Il n'y a pas eu beaucoup de métiers où je me suis levé tous les matins depuis 2 ans et demi avec la banane. Ça fait 2 ans et demi que j'ai la chance de diriger l'EPITA. L'EPITA, c'est gros, 4700 étudiants. Il y a 300 personnes qui travaillent pour vous à l'EPITA, qui enseignent ou qui vous accompagnent. Et donc, c'est un parcours très tech et innovation. Mon parcours n'est pas un parcours de spécialiste de l'enseignement, mais plutôt un parcours de l'ingénieur. En fait, je suis moi aussi ingénieur dans le numérique, en télécommunication. Et donc, tout au long de mon parcours, dans des grandes entreprises de télécommunication, comme Bouygues Télécom par exemple, ou même des médias, j'ai travaillé chez TF1, donc j'ai eu des parcours autour de l'innovation, du management, et au bout d'un moment, ça a fait tilt. On m'a proposé de prendre la direction générale de l'EPITA et le kiff, il est juste énorme parce que emmener des étudiants de 18 ans à 23 ans, vous qui nous regardez, vous les parents probablement, c'est finalement transformer vraiment des vocations en carrière et ça, c'est magique. C'est intéressant parce que finalement un ingénieur est capable de tout faire. C'est un peu le résumé de votre carrière. On peut passer par les télécoms, par Bouygues, j'ai passé la construction, et puis arriver dans une école d'ingénieur, c'est aussi le côté transverse de ce qu'on va apprendre lorsqu'on devient ingénieur. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un ingénieur. Et en fait, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de concevoir, de synthétiser, d'expliquer, et puis à un moment de prendre des décisions. Et donc, quand on complète progressivement sa formation, au début, on apprend. Moi, j'ai eu au début un parcours très technique. Je soudais des fibres optiques la nuit entre Paris et Lyon. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas passer non plus des heures. Et puis, ce n'est pas très intéressant. On fait un live spécial. Voilà, mais réellement, j'ai vraiment voulu avoir une carrière très technique et ça m'a servi toute ma vie pour expliquer comment fonctionne finalement tel ou tel dispositif. Et c'est vrai que progressivement, on prend un peu de galon, mais on a toujours en soi ce petit côté ingénieur, ce petit côté d'être capable de se reposer des questions, de justifier, de dire pourquoi on a envie de prendre telle ou telle décision dans un rôle de direction maintenant. Alors, transition toute parfaite puisqu'on parle de galon. Anne-Ségolène, votre parcours rapidement? Alors moi je suis ingénieure diplômée de l'école navale, donc j'ai fait 20 ans dans les armées au service de l'État et maintenant on est comme ingénieur. Et comme ingénieur, effectivement, on ne sait pas très bien définir ce métier d'ingénieur. Pourquoi? Parce qu'il est multifacette. Et quand on regarde, c'est toujours des gens qui vont résoudre effectivement des problèmes complexes en équipe, qui vont avoir des capacités en communication, en management, qui vont gérer le temps, les délais et aussi les budgets. Et finalement, on met ça en œuvre au quotidien, on commence dans les télécoms, dans les armées ou ailleurs. Et et moi, il y a 13 ans, en fait, j'ai un petit peu plus... j'ai switché dans une carrière où, effectivement, il faut... c'est extraordinaire d'être en direction d'établissement parce qu'il n'y a pas un matin où on fait la même chose. La vie est pleine de surprises. Et comme je dis souvent aux étudiants, c'est ça le bonheur, c'est finalement... on ne peut faire véritablement ce métier-là
peut-être à une exception près, lorsqu'on a de l'expérience en fait. Voilà, mais Vanessa a certainement quelque chose à dire. La transition est parfaite. Donc Vanessa, explique-nous un peu comment vous êtes arrivée à Subiotech, votre parcours juste avant. Alors, c'est vrai que je ne suis pas ingénieure, j'ai un parcours un peu différent. En fait, j'ai fait une formation universitaire jusqu'au doctorat en sciences du vivant. Et en fait, je me destinais à être chercheuse dans un laboratoire académique. Mais après un postdoc, je n'étais pas vraiment convaincue que j'étais faite 100% pour la recherche. J'aimais aussi enseigner, parce que j'avais eu l'occasion d'enseigner. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse dans une école d'ingénieurs quand même, hein, donc j'ai quand même vu le fonctionnement. Et puis, un jour, ma route a croisé celle du groupe Ionis, auquel appartiennent nos 4 écoles d'ingénieurs. J'avais mon CV sur une base là, en ligne, et ils m'envoient un mail en me disant, voilà, on veut ouvrir une école dédiée à l'ingénierie du vivant. Et on recherche du coup pour démarrer un directeur pédagogique, on recherche quelqu'un qui a une formation sur le domaine, qui a le goût pour l'organisation. Je me suis dit, tiens, intéressant, pourquoi pas. Donc j'ai passé les entretiens et en fait j'ai eu un véritable coup de cœur parce que c'était finalement comme une création d'entreprise. C'était créer l'école aux côtés du coup des dirigeants du groupe Ionis qui avaient déjà une sacrée expérience sur la pédagogie et la création d'écoles. Donc moi j'avais la légitimité scientifique en fait du domaine de formation. J'avais, je crois, la curiosité, la volonté d'apprendre et du coup je me suis formée vraiment sur le terrain depuis le début. Donc j'étais la première salariée de l'école. Je suis devenue directrice en 2009 quand la première promo est sortie. Je peux dire que j'ai testé tous les métiers, parce que j'ai fait les relations entreprises, les relations internationales, la pédagogie, avant de prendre de la hauteur et de constituer mon équipe. Et vous voyez, ça fait 22 ans que ça dure. J'ai vraiment trouvé ma voie et c'est ce que je souhaite à tous les jeunes. Voilà. De trouver sa voie et de se lever le matin en disant chouette, enfin voilà, on s'ennuie pas. Donc comme l'a dit Anne Ségolène, tous les jours c'est un renouveau nos métiers. Et moi ce qui me fait kiffer c'est que de former des jeunes, parce que je crois que dans ma tête je suis restée aussi une adolescente. Donc du coup je me sens très proche de mes étudiants. Nombre d'élèves de la première promo ? La première promo ils étaient 35, c'était mes premiers bébés avant d'en avoir une vraie. Nombre d'élèves aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est presque 1400. Ça fait beaucoup de bébés. Ouais, ça fait beaucoup de bébés, ouais. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie du coup. Véronique Bonnet, à votre tour, parlez-nous un peu de vous. Bon, alors, moi, j'étais pas là au début, parce que 1905, quand même si je pense être la plus âgée du groupe, quand même pas. Je suis aussi ingénieure. Moi, j'ai fait les arts et métiers. Donc, voilà, c'est une école qui forme des ingénieurs de terrain. Et je pense que j'ai été une ingénieure de terrain. J'ai fait de la maintenance industrielle en industrie lourde, notamment en papeterie, pendant une douzaine d'années. Et puis... ce qui m'a motivée à faire ce virage, c'est l'envie de transmettre, l'envie aussi d'être au contact d'un public jeune. Moi, je dis toujours ce qui est à la fois formidable et difficile dans ce métier, c'est qu'en face de nous, les gens ont toujours le même âge. Donc nous, il faut qu'on se maintienne quand même, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc il y a 20 ans, c'était moins difficile qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'est passionnant parce que ça a énormément de sens, parce que ça nécessite de se remettre en question tous les jours, d'être à l'écoute, de comprendre à la fois les besoins des élèves, leurs envies, de les convaincre que c'est formidable de devenir ingénieur et ingénieureux, parce que moi, une de mes motivations pour devenir ingénieur, c'était de faire un truc où il n'y avait pas beaucoup de filles. Voilà, donc ça ne m'a pas quitté, cette motivation-là. Et puis aussi de faire le lien entre ce que vous avez envie de faire, de vous aider à vous connaître, à comprendre vos envies, vos talents, et en même temps de faire le lien avec ce qu'attendent les entreprises, ce qu'attend la société. Et tout ça dans un contexte où les nouvelles technologies évoluent à toute vitesse. Voilà, donc être DG d'une école d'ingénieurs, effectivement, on ne peut pas s'ennuyer. Ça demande vraiment de beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Mais je pense que c'est le plus beau métier, en tous les cas. Voilà. Pour moi, je ne voudrais pas en faire un autre. Voilà, 4 beaux parcours et des gens qui sont à leur place aujourd'hui, qui savent de quoi ils parlent. Alors, on va parler maintenant un peu des écoles et de la pédagogie. Alors déjà, il y avait une question sur le chat. On parle d'école CTI, donc Commission d'études d'ingénieurs. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir ce diplôme CTI à la fin lorsqu'on fait une école d'ingénieurs ? Alors, n'hésitez pas à prendre la parole et de rebondir sur les propos de chacun et de chacune.
Alors la CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur. C'est la seule qui est habilitée à délivrer le titre d'ingénieur. Donc c'est même plus qu'un diplôme. Il n'y a pas beaucoup de titres en France. Et le titre d'ingénieur, ça a une valeur très importante. Mais la CTI, elle sert aussi à garantir la qualité de bachelor, qui sont des bachelors grade de licence. Bref, en gros, lorsque l'on est passé par la CTI, on a ce petit logo orange avec les 3 lettres CTI, c'est que vous êtes certain et certaine d'être dans une école d'ingénieurs, donc elle forme des ingénieurs ou des bachelors. On reparlera sûrement de toutes ces formations, mais on est beaucoup sur la formation ingénieur avec le concours Advance. Donc CTI, c'est eux qui vérifient que vous aurez des enseignements de qualité, qu'il y aura un diplôme qui a de la valeur, que effectivement ce diplôme conduit bien à des métiers qui sont bien ceux de la formation. C'est un label, c'est plus qu'un label de qualité, c'est un label d'exigence et c'est vraiment essentiel. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Compléter. En fait, si une école délivre un diplôme d'ingénieur, c'est qu'elle est obligatoirement accréditée par la CTI. Voilà, c'est-à-dire ça va ensemble. Les deux ne sont pas indissociables. Donc c'est un gage de qualité, on l'aura compris. Alors après, on peut devenir ingénieur sans avoir fait une école d'ingénieur. On peut avoir le poste d'ingénieur, mais le titre d'ingénieur, le diplôme d'ingénieur, ne peut être délivré que par des écoles habilitées par la CTI. C'est quand même important de le préciser parce que c'est des questions qu'on nous pose régulièrement. Alors, si on rentre un peu dans l'esprit des candidats aujourd'hui, on a vu qu'on avait 3 écoles spécialisées, une école généraliste. Alors, je vais demander aux écoles spécialisées, qu'est-ce que vous diriez à un candidat qui se pose la question de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire une école spécialisée tout de suite ? Et à contrario, à quelqu'un qui se poserait la question de savoir est-ce qu'une école généraliste est la meilleure option pour moi ? Parce que, est-ce qu'on est obligé d'aimer, par exemple, forcément la bio pour faire une école comme Subiotech, l'aéronautique pour faire une école comme l'IPSA, l'informatique ? Et pour vous, Véronique, est-ce que justement, si on ne sait pas trop quoi faire, est-ce qu'une école généraliste est le meilleur des choix possibles ? Je vous laisse rebondir là-dessus. C'est une question très intéressante. Il n'y a pas de toute façon une seule fois en journée porte ouverte on ne nous pose pas la question est-ce que je ne vais pas me tromper si je choisis une école d'informatique ou voilà, en biotechnologie ou en aéronautique. Et puis, est-ce que je suis suffisamment passionnée ? C'est la question qu'on nous pense. Est-ce que je suis suffisamment passionnée pour être légitime pour aller dans ce type d'école ? Alors, l'idée n'est pas d'être passionné d'emblée. Il faut être intéressé et savoir que dans cette école-là, on va vous donner les codes, on va vous donner les outils, on va vous donner les pratiques, on va vous donner le réseau pour aller plus loin et faire de vous des véritables ingénieurs passionnés. Alors, il faut se dire aussi une chose, c'est que dans nos écoles, alors peut-être moins en biotechnologie, mais en tout cas dans nos 3 écoles, par exemple en aéronautique, il y a des gens qui deviennent pilotes après avoir fait le SME ou après avoir fait l'EPITA comme l'IPSA. Il y a des gens qui sont chez Airbus, chez Air France, chez Thales, au CNES, etc. C'est pas. Donc il y a plusieurs voies pour parvenir au même objectif. Le plus important pour vous, d'ailleurs, ça répond aussi à la question est-ce que je vais en prépa intégrée ou en prépa classique ? C'est pareil, c'est par quel chemin vous allez le plus acquérir de compétences là où ça va vous faire le plus plaisir et vous allez acquérir un maximum d'expérience, de compétences, de possibilités qui vont permettre d'avoir un profil intéressant au bout de 5 ans. Moi, je vais compléter un peu, mais effectivement, beaucoup de choses sont dites. Alors, c'est quand même un peu... vous n'avez pas souvent, vous les élèves de terminale, j'imagine que vous êtes nombreux derrière les écrans, vous n'avez pas souvent le moment du choix, et là, vous avez un vrai choix à faire, mais c'est génial, c'est un moment important où le cœur doit parler, et puis un peu de raison, la raison qui vous entoure, mais sachez déjà qu'on manque d'ingénieurs en France, quelle que soit la discipline. Donc ça, c'est important, vous ne vous tromperez pas. Après, quand vous rentrez à l'EPITA, numérique et informatique, vous imaginez effectivement si vous avez envie d'approfondir l'intelligence artificielle, si vous avez envie de faire de la cybersécurité, oui, ça vous parle, vous en trouverez bien sûr à l'EPITA et vous approfondirez. Donc pas de passion nécessaire, on ne cherche pas que des jeunes qui ont démonté un ordinateur à l'âge de 12 ans, c'est pas ça en fait qu'on cherche de l'envie,
on cherche de la curiosité parce que c'est aussi ce qui va former un ingénieur. Et oui, quand on sort de l'EPITA, de l'ESME, de Subiotech ou de l'IPSA, on est un ingénieur et finalement on pourra avoir une carrière différente. On pourra devenir directeur financier dans une entreprise d'informatique par exemple, parce qu'on a commencé comme ingénieur informatique ou pilote comme tu le disais tout à l'heure. Donc, ou directeur d'école. Mais voilà, sachez bien que c'est pas nécessairement vous enfermer quelque part que de choisir l'EPITA en informatique. Mais je te laisse compléter sur la partie biotech éventuellement. Oui, alors tout à fait. C'est vrai que, bon, biotechnologie, il y a des sciences du vivant dans le programme, mais aux côtés d'autres sciences et des sciences de l'ingénieur. Et on a finalement une très grande diversité de carrières. Et en fait, à Ségolène, j'ai un alumni qui est devenu pilote, je tiens à te le dire. Voilà. Tout comme j'en ai certains qui sont partis dans l'informatique, par l'entrée bio-informatique. J'en ai aussi quelques-uns qui sont allés chez Thales. Et j'en ai même une qui travaille chez Airbus. Donc, en fait, on a un diplôme d'ingénieur avec un cahier des charges quand même qui est commun. Donc, il y a des compétences communes au métier de l'ingénieur. Et après, avec les stages, les projets, certains élèves s'éloignent un peu du vivant, mais en fait, pour aller vers des projets qui leur tiennent à cœur. Donc, c'est très ouvert. Après, à Subiotech, on a de la biologie, donc il faut quand même avoir un petit peu d'appétence pour ces cours-là. Voilà. Donc, si je résume, il ne faut pas être un geek pour entrer à l'EPITA, il ne faut pas être un futur pilote pour entrer à l'IPSA, il ne faut pas forcément rêver de vivre sa vie dans un laboratoire pour entrer à Subiotech. Exactement. Voilà. Véronique, donc là, vous avez une école qui propose finalement plusieurs choses, beaucoup de choses. Oui, effectivement. Moi, à cette question, je réponds toujours que vraiment, il n'y a pas de... la réponse, nous, on ne l'a pas en fait. C'est vraiment vous, lycéens, futurs étudiants qui l'avez. La réussite, c'est le travail, et le travail, ça passe par la motivation. Donc en fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui vous motive. Si ça vous motive d'être dans un environnement où vous êtes avec des gens qui ont un intérêt commun pour l'aéronautique et que du coup vous avez envie d'étudier dans cet environnement-là parce que ça va vous motiver, donc vous allez plus travailler, eh bien il faut aller à l'IPSA. Et je pourrais décliner ça pour mes 3 collègues des 3 autres écoles. Si au contraire vous vous dites je sais pas, j'aime les sciences, parce que si vous n'aimez pas les sciences, là, on a un petit problème, mais si les sciences vous intéressent, si vous avez quand même, vous hésitez, vous avez plusieurs envies, vous hésitez peut-être même avec une école de commerce, entre une école de commerce et une école d'ingénieur, alors il faut faire une école d'ingénieur, ça c'est sûr. Et du coup, l'école généraliste peut être la meilleure solution pour vous, parce qu'on va vous... proposer, et en particulier le SME qui a vraiment poussé au maximum ce concept de tester avant de choisir. Donc il y a un parcours numérique et robotique, donc peut-être pour les gens qui avaient hésité avec l'EPITA et qui finalement sont venus à l'ESME, un autre parcours autour de l'aéronautique et des transports en général, un autre parcours autour de la santé, des biotechnologies. Alors peut-être effectivement dans ces cas-là, c'est le SME qui est la meilleure solution pour vous, parce que vous avez envie de tester avant de choisir. Voilà, donc en fait, ce qui compte, c'est vraiment effectivement l'environnement, les gens qui sont autour de vous. Est-ce que vous avez envie de gens qui sont peut-être plus différents, ou en tous les cas qui n'ont pas forcément exactement un centre d'intérêt commun forcément avec vous? Voilà. Encore une fois, c'est ça qui fera votre réussite, c'est votre motivation, et c'est le fait d'être dans une école où vous vous sentez bien parce que ça correspond à vos envies. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous, en tant que directeur d'école, vous misez plus sur le potentiel ou sur les meilleurs élèves pour le recrutement? Alors, on mise quand même sur plutôt l'envie, en fait, le potentiel. Le sujet de la curiosité et d'avoir, lorsqu'on fait passer les oraux de motivation, tout le monde passe des oraux, donc ça c'est caractéristique la grande force du concours Advance. C'est la grande force de notre concours, on ne sélectionne pas avant. Il y a plein de raisons derrière pour ça, mais au moins on va se concentrer sur votre question, Emmanuel. Effectivement, on va chercher s'il y a une envie. Oui, et il faut quand même avoir un peu de niveau en mathématiques, il faut avoir un peu de niveau en sciences, donc c'est normal. Il va y avoir, c'est des études qui sont plus difficiles, on est après le bac, donc on est plus exigeant, mais on ne va pas chercher les meilleurs, parce qu'en fait, c'est pas ça la force d'une école et l'envie. Et c'est pas ça l'envie d'un directeur général ou d'une directrice générale, c'est de voir des étudiants qui n'avaient pas nécessairement les meilleurs niveaux, mais qui à un moment avaient envie, nous ont montré la motivation et se sont
tu parlais de motivation tout à l'heure, se sont vraiment investis. Et chaque année, on a des exemples d'élèves qui se disaient moi, je ne pensais pas que je pourrais. Et en fait, qu'ils deviennent ingénieurs. Donc, c'est clairement un moment où vous allez vous révéler aussi. Donc, on vous voit et c'est aussi pour voir ce petit déclic qu'on va avoir chez vous. C'est sûr, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en école d'ingénieur, il faut travailler. Et la régularité, il ne faut pas travailler de façon... non plus, on ne vous demande pas de travailler 20 heures par jour, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la régularité. C'est parce que en fait, vous allez apprendre à travailler de façon régulière, j'allais dire intelligemment, que vous allez réussir. Et en fait, parfois, vous allez avoir le déclic, surtout dans les années de prépa intégrée. Vous allez vous dire, mais en fait, je n'avais pas compris cette notion-là auparavant parce que je n'avais pas compris à quoi ça servait. Quoi ça sert un barycentre ? Sans ça, on ne peut pas équilibrer un avion, on n'équilibre pas, on ne fait pas décoller une fusée non plus. Voilà, et donc c'est en voyant aussi l'application de ces concepts qui peuvent parfois paraître compliqués. Comme ça, quand on les voit au lycée, de voir les applications, à quoi ça sert, et le travail régulier, encore une fois, ça c'est vraiment important, qui fait que, voilà, à la fin, au bout de 5 ans, vous décrochez un titre d'ingénieur, qui est certainement la formation la plus complète qui existe aujourd'hui en France, parce qu'il ne faut pas oublier, 25% de la maquette pédagogique, c'est des sciences humaines, c'est des connaissances de l'entreprise. Et puis, il y a une base en sciences fondamentales, en sciences de l'ingénieur. Bon, à l'IPSA, évidemment, vous avez de l'aéronautique et du spatial, des langues, voilà, de la culture générale, de la compréhension des grands enjeux. Tout ça, vous voyez tout ça, en fait, en 5 ans. Et donc, c'est pour ça que les ingénieurs, notamment les ingénieurs français, sont très appréciés partout dans le monde d'ailleurs, et recherchés. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, dans vos carrières, justement, des élèves qui arrivaient un peu, on va dire, moyens avec des notes de terminale, parce que c'est un concours, donc finalement, tout le monde y a accès, et qui sont devenus vraiment de très bons élèves chez vous ? Oui, on en voit, comme m'ont dit mes collègues, il y en a qui ont le déclic en fait, dans l'enseignement supérieur, parce que là, ils peuvent relier les enseignements scientifiques à des applications dans leur futur métier. Donc après, c'est vrai, comme l'a dit Anne Ségolène, c'est important de travailler régulièrement, parce que finalement, nos écoles, on donne tout l'encadrement, il y a des équipes pédagogiques vraiment disponibles, prêtes à accompagner les élèves, à les aider, à donner de la méthodologie, mais vous restez, chers futurs élèves, les principaux acteurs de vos formations. Donc la balle est entre vos mains pour progresser. Et c'est vrai que j'ai vu des très beaux parcours. On a eu quelques élèves avec des dossiers un peu moyens qui se sont révélés. Et moi, je pourrais faire un petit focus sur les terminales STL, parce qu'à Subiotech, on recrute des terminales technologiques, les terminales STL. Un petit nombre, il y a quelques places. Donc eux, c'est vrai qu'ils ont moins de prérequis en maths et en physique, par exemple. Donc ils ont un peu plus de maths dans la prépa intégrée, mais j'ai vu des très belles réussites après, des très beaux parcours. Il y en a même un qui a travaillé chez nous, qui maintenant prépare une thèse à la pâtisserie numérique. Vous voyez, en commençant, alors qu'il venait de STL chez nous. Il a travaillé même quelques années dans mon laboratoire en tant qu'ingénieur de recherche. Donc oui, et c'est là qu'on se rappelle combien on aime notre métier quand on va ces parcours-là. Moi, je ne sais pas ce que c'est un bon élève. C'est quoi un bon élève alors, justement ? Un bon élève, oui, moi, ou alors si moi je n'ai que des bons élèves en fait, mais ils n'étaient pas forcément des bons lycéens ou des excellents lycéens. Voilà, donc un bon élève ingénieur, c'est pas forcément justement, mais ça peut aussi, quelqu'un qui était excellent au lycée, parce que effectivement la formation, comme le disaient mes collègues, elle n'est pas basée, et l'évaluation, elle n'est pas basée que sur ses compétences purement académiques, mais parce qu'on l'a dit, un ingénieur, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, avoir la compréhension globale d'un projet, coordonner, manager, voilà, qui va petit à petit, en partant au départ, parce que la majorité des ingénieurs commencent par des métiers techniques, parce que c'est la base sur laquelle on s'appuie quand on commence sa carrière, mais ce qui compte surtout dans ces formations, c'est qu'elles vont vous permettre de progresser. Donc il y a le métier qu'on fait à la sortie de l'école, encore une fois, qui est souvent basé sur les technologies et les sciences qu'on a appris à l'école, le choix de la majeure ou la spécialisation qu'on a choisie. Mais ce qui caractérise un ingénieur, c'est sa capacité à avoir une carrière, à évoluer, à rebondir, à changer de secteur, à changer de métier. Et ça, ces compétences-là, ces capacités
d'adaptabilité, de compréhension, d'évolution, eh bien, c'est ça qui nous intéresse en fait. Et ça nous est pas forcément donné par le bulletin, vos bulletins de première et de terminale. Mais quand même, et tout le monde n'a pas ces qualités-là. C'est pour ça, on va y revenir, mais que le concours Advance aussi s'attache à rencontrer ces candidats. Parce que, évidemment, le dossier scolaire, vos capacités académiques, elles comptent parce que on part de là. Mais sur cette base-là, on va vous apprendre à faire et à devenir et à développer des compétences qui sont complètement différentes que vous allez découvrir des talents que vous ne savez même pas que vous avez. Donc évidemment que des élèves qui sont arrivés, qui étaient des lycéens peut-être moyens et qui sont devenus des excellents ingénieurs, mais il y en a plein et on en a tous en tête. Et c'est normal parce que le lycée n'évalue pas les mêmes compétences que celles que nous, on recherche et celles qu'on va faire acquérir à nos étudiants. Alors j'ai pas mal de questions sur le chat sur les spécialités. Est-ce que je peux faire l'IPSA si j'ai pas pris physique? Est-ce que je peux faire l'IPITA si j'ai pas pris NSI? Est-ce que je peux faire Subiotech si j'ai pas pris SVT? Je n'ai pas des questions là-dessus sur le SME parce que je pense que c'est plus généraliste, mais si j'ai pas fait maths, par exemple. Donc je crois que vous, dans chaque école, il y a une sorte de remise à niveau en début d'année, non? Vous aidez les élèves à avoir de nouveau le niveau nécessaire, peut-être pas, mais en tout cas à retravailler les fondamentaux. Alors, si on veut bien réussir sa première année, il faut commencer par des devoirs de vacances. Et donc, voilà, on vous envoie perdu la moitié des internautes. Oh, mais c'est pas grave, c'est pour votre bien. Quelques devoirs de vacances pour remettre déjà, se réentraîner en fait, parce que les vacances en terminale, elles sont longues. Donc, il ne faut pas arriver post-bac un peu le 1er septembre en pensant que vous recommencez tout à zéro. Non, il y a quand même des bases en sciences qu'il faut réviser pendant l'été. Pareil, hein, il faut profiter de son été, mais il faut aussi un petit peu réviser. Et puis, on met en fait en place un SAS, tout un programme à la fois pour que vous vous sentiez bien à l'école, avec les associations, avec la vie de l'école, mais aussi ce qu'on appelle des piscines, vocable qu'on a piqué à l'EPITA. rappelle quelque chose, Voilà. les piscines. J'espère que nous aurons une question sur les piscines, chers internautes. Voilà, en maths et en physique et en anglais, et donc ça dure un mois en fait, hein, c'est tout un programme sur un mois qui vous permet tous de vous remettre en fait à niveau pour attaquer sur des bases solides les nouvelles compétences de la rentrée. Ça, c'est pareil dans toutes les écoles? Oui, tout à fait. Alors en plus, à Subiotech, nous, on a la particularité d'être un petit peu des malheureux de la réforme du bac, parce que nous, on a besoin en fait d'élèves qui doivent avoir des prérequis en maths, en physique chimie et en SVT. Et on ne peut pas garder les 3 spécialités en terminale. Donc du coup, on a aussi ces devoirs d'été, comme a dit Anne-Ségolène, voilà, plus des pré-rentrées. Certains élèves découvrent l'école un peu plus tôt, en avant-première, fin août. Et puis tout le mois de septembre, effectivement, est consacré à la remise à niveau. Parce qu'en fait, à chaque élève, il manque soit des maths, soit de la physique-chimie, soit de la SVT. Finalement, c'est comme ils ne peuvent pas garder les 3 en terminale. Donc du coup, on fait ce programme durant tout le mois de septembre pour harmoniser le niveau d'entrée de la promotion. Puis on en profite pour leur transmettre de la méthodologie aussi, pour qu'ils arrivent à s'organiser, à être studieux, mais aussi à profiter de la vie associative, qui est l'un des atouts des écoles d'ingénieurs. Je crois quand même le point commun de toutes les écoles, c'est les mathématiques, non? J'imagine. Oui, Quand même. Même en biotech. C'est une des... Il y a un petit écart sur l'EPITA quand même sur les maths, puisque nous, on a un programme, un parcours accompagné, qui est destiné finalement aux étudiants qui n'ont pas pris l'aspect maths en terminale. Vous l'aviez en première et vous l'avez lâché. Vanessa, tu nous disais tout à l'heure qu'effectivement, il faut quitter une des 3 spécialisations de première. Donc si vous ne l'avez pas conservé, alors effectivement, vous aurez droit à un programme un peu particulier où on vous fait rattraper en 6 mois. Et oui, on peut y arriver, le programme de maths de terminale pour que vous puissiez continuer tout à fait normalement votre scolarité ensuite. Donc c'est la spécialité et puis c'est la particularité de l'EPITA. Et puis peut-être une question que tout le monde se pose, il ne faut pas prendre obligatoirement NSI, donc informatique, pour rentrer à l'EPITA. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. D'une part, NSI n'est pas disponible dans tous les lycées et je trouverais ça vraiment pas équitable de vous obliger de faire 30 km de plus quand vous êtes notamment en région pour rentrer à l'EPITA.
Mais par contre, il y a une autre caractéristique, c'est que, je suis désolé de le dire comme ça, mais contrairement aux maths ou à l'histoire-géographie, l'informatique, ça ne s'apprend pas qu'au lycée. Il y a plein de manières de découvrir, d'apprendre, de démonter son ordinateur ou d'apprendre tout simplement à savoir ce qui se passe derrière un jeu vidéo et de se passionner pour ça. Et ça, effectivement, on parlait tout à l'heure des oraux de motivation. Ça, on va le découvrir dans les oraux de motivation. Et on ne cherche pas que des maths physiques ou des maths SVT, mais effectivement, on a des profils plus diversifiés. Le premier mois, il s'appelle pas piscine, il s'appelle booster. Ça aurait été plutôt l'IPSA. Non, mais bon, voilà, on a décidé de booster nos élèves. Je crois que c'est le cas aussi à Subiotech. Voilà, et donc comme mes collègues, évidemment, il y a des cours dédiés en fonction des spécialités qu'on a faites ou plutôt de celles qu'on n'a pas faites. Et la particularité de l'ESME, c'est que comme évidemment on est généraliste et du coup on essaie d'ouvrir à des profils le plus large possible. Ce qu'on recommande, nous, pour intégrer l'école, c'est 2 spécialités scientifiques, mais dans ces 2 spécialités scientifiques, il peut ne pas y avoir les mathématiques, auquel cas, quand même, il est plus que recommandé d'avoir suivi l'option maths complémentaire. Et du coup, en fonction donc on a une diversité de profils dans nos étudiants qui intègrent, qui est, je pense, la plus importante de nous 4. C'est normal, parce qu'on a une offre qui cherche des gens qui ont peut-être plus hésité et qui sont intéressés à différentes matières scientifiques. Donc, on fait ce qu'il faut pour ce premier mois, qu'il permette à chacun, quelles que soient les spécialités qu'il a suivies, de pouvoir démarrer après un mois le programme normal. Et si vous réussissez le concours Advance, ça veut dire qu'on vous a accepté, ça veut dire qu'on a jugé que vous aviez les qualités, les compétences pour réussir. Alors, notre devoir, c'est de vous faire réussir à condition que vous travaillez. On n'a rien sans rien. Alors justement, on a parlé de la CTI. Donc dans la CTI, il y a un référentiel. Les écoles sont tenues de suivre ce référentiel. On parle de compétences, justement. On parle beaucoup de blocs de compétences. Mais comment on fait pour faire acquérir à un jeune une compétence? En gros, comment ça se passe, les cours? C'est quoi le principe d'un élève qui va rentrer? Alors, il y a les classes prépa, et après, il y a le cycle ingénieur. Déjà, peut-être une différence entre la classe préparatoire intégrée et la classe préparatoire classique, peut-être pour nos internautes? À l'IPSA, la classe prépa intégrée, la grande différence, c'est que 30% du programme, c'est de l'aéronautique. C'est normal, on a enlevé la chimie, par exemple, on n'a pas besoin, ou des concepts en mathématiques qu'on vous enseigne parce qu'en fait, ça sert à vous discriminer au moment du concours de post-prépa. Tout ça, on l'a enlevé et on a mis des choses, entre guillemets, utiles, c'est-à-dire de l'aéro et du spatial voilà, pour commencer dès la première année à construire votre parcours. Ce qui différencie, et ça c'est vrai pour nous 4, c'est qu'on a une pédagogie par projet dès la première année. C'est-à-dire que oui, il faut travailler les concepts, il faut bien les connaître, il faut les apprendre, il faut les apprivoiser parce qu'en fait, ça va être, ça va formater votre cerveau et on en a besoin pour faire un bon ingénieur. Mais on va aussi le travailler autour des projets. Un bon ingénieur, on l'a dit, c'est un chef de projet avant tout. C'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait trouver des solutions à des problématiques. Et donc, dans notre 4 écoles, on organise des projets sur l'année, des projets juste sur les modules, enfin voilà, tout un panel de projets pour vous aider justement à ce que la compétence, ce soit pas juste quelque chose d'académique qui reste quelque part dans votre cerveau et que vous allez oublier, mais non, quelque chose que vous avez mis en place et qui va rester, et là c'est une vraie compétence, elle va rester dans vos pratiques pour toujours, et c'est ça qui est important. Différence entre la compétence et la connaissance. La connaissance, c'est qu'est-ce que je sais, et la compétence, c'est qu'est-ce que je sais faire. Donc voilà, donc comment on forme aux compétences? En mettant les élèves en situation de faire des choses, de collaborer. Voilà, une des grandes différences entre la prépa classique et la prépa intégrée, c'est que comme on ne prépare pas un concours, on n'est pas du tout dans la compétition entre nos élèves, mais bien dans la collaboration, parce que un ingénieur, par définition, c'est quelqu'un qui ne travaille pas seul.
Et donc apprendre à collaborer, apprendre à travailler ensemble, et bien évidemment, ça ce sont des compétences qui sont vraiment au centre de ce qu'on attend d'un ingénieur. Et donc, comment on fait pour former aux compétences? On met les élèves en situation de faire des choses. Alors, on ne peut pas terminer sans parler du fait qu'à la fin de la prépa intégrée, vous passez automatiquement dans la suite, dans les 3 dernières années, dans ce qu'on appelle le cycle ingénieur, si vous avez des bons résultats. Il n'y a pas de concours en fait, il n'y a pas de sélection, donc c'est votre travail qui vous fera passer les années les unes après les autres. Quand vous entrez dans une CPGE, une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est très exigeant et vous en avez tous largement parlé, mais vous avez obligatoirement un concours. Et un concours, des écrits, des oraux, beaucoup d'épreuves. Moi, je suis passé par là également. Donc, on visualise plutôt un moment à nouveau. On est rentré après le bac. Et au bout de 2 ans, boum, on repart dans des concours. Là, quand vous rentrez en école d'ingénieur à prépa intégrée, vous rentrez et vous vous imaginez déjà et vous commencez déjà, avec tout ce que vous avez décrit, à vous projeter vers vos métiers, vos passions, vos envies, dès le début en fait. Alors, donc finalement, on rentre dans une école pour 5 ans, pas pour 2 ans ni pour 3 ans. C'est carrément l'addition de la prépa plus l'école d'ingénieur. On est directement dans le métier d'ingénieur lorsqu'on est dans une classe, dans une école comme les nôtres. Tout à fait, Emmanuel. On peut aussi rentrer au bout de 2 ans. Il y a aussi des admissions sur titre, là, effectivement, et sur diplôme. On parle du concours Advance, donc parce on est que juste après le bac. C'est quand même 80%, je crois, de nos étudiants à peu près qui viennent du concours Advance. Exactement. Voilà, on admet 20% à l'EPITA. Il y a 20% des diplômés ingénieurs qui ne seront pas venus de la prépa intégrée. Ça vous fait pas moins bon ou meilleur, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à un moment, effectivement, vous pouvez rentrer à l'EPITA, le SME, à l'IPSA ou à Subbiotech après un parcours universitaire, une classe préparatoire, etc. Rapidement, le profil des professeurs qui sont les enseignants chez vous, c'est quoi les profils en fait en général ? On a plusieurs profils. On a des profils très académiques, donc des enseignants qui ont fait un parcours académique avec un doctorat, donc vraiment des experts dans un domaine scientifique. On va retrouver ces profils assez souvent en cycle préparatoire intégré, parfois aussi dans le cycle ingénieur, notamment nos propres enseignants-chercheurs. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus, donc notamment le cycle ingénieur, on a de plus en plus la catégorie des intervenants professionnels. Et c'est très enrichissant d'avoir ce type de professeurs, parce qu'en fait, ils viennent faire du partage d'expérience en direct avec nos élèves, c'est-à-dire ils vont leur transmettre des compétences en parlant de leur métier, en leur donnant des exemples de projets sur lesquels ils travaillent. Donc là, les élèves, en plus, ils s'identifient plus facilement sur ce qu'ils pourraient faire après. Donc voilà, on a 2 grandes catégories, je trouve plutôt académiques, ou plutôt les professionnels qui, du coup, on a beaucoup de chance, prennent sur leur temps. Des fois, ils prennent des congés pour venir. Des fois, ils prennent sur leur temps personnel. Des fois, ils viennent le samedi. Alors par contre, oui, en cycle ingénieur, il peut y avoir des cours le samedi, je préfère vous prévenir. Voilà. Parce que ils viennent prendre sur leur week-end pour faire un partage et un transfert de savoir-faire avec vous. C'est la même chose dans toutes les écoles, j'imagine ? Bien sûr, de toute façon, c'est comme ça qu'on... De toute façon, d'abord, c'est la CTI. La CTI nous l'impose, mais heureusement, parce que c'est ce juste équilibre entre l'académique poussé un peu à son... avec toute la démarche de la recherche, l'excellence scientifique, et puis le côté plus pragmatique de ce qu'on fait en entreprise, qui en fait fait un bon ingénieur. Il faut avoir été confronté à tout. Et c'est en faisant ça qu'on voit vraiment ce qu'est une école d'ingénieur. Si vous faites un parcours à l'université, alors je n'ai vraiment rien contre l'université, vous allez être dans un parcours académique, donc vous allez apprendre et apprendre. Et en fait, une école d'ingénieur, c'est une école où vous apprenez un métier en fait, ou des métiers, mais les métiers du numérique, les métiers de l'aéronautique. Et donc vous apprenez des métiers. Et quoi de mieux que d'apprendre les métiers que d'avoir les meilleurs enseignements technologiques par les enseignants-chercheurs. Et en même temps, c'est quand même ça qui est dingue, ça fait vraiment des moments où vous passez vers des professionnels, le directeur des douanes qui vous enseigne la cybersécurité, etc. à l'EPITA. Et on a tous des exemples de personnes de très haut niveau qui viennent donner des cours, partager leur passion et puis surtout vous dire comment ça se passe en vrai dans les entreprises, parce que
on est sur la fin, donc 1 an après, 2 ans après, vous êtes en stage, vous êtes en train de chercher un job et vous serez très à l'aise parce que vous aurez été formé directement pour avoir un métier. Alors quand on parle de pédagogie, il y a maintenant un acteur dont on ne peut plus se passer ou dont on ne peut pas ne pas parler, vous me voyez venir, c'est l'intelligence artificielle. Donc comment est-ce qu'elle est intégrée dans vos cours? Comment est-ce que ça se passe là aujourd'hui? Quel est l'impact sur les élèves? Qui veut se lancer dans ce débat? Moi, je termine après parce que j'ai d'autres choses à dire sur l'IA. Voilà, mais il n'y a plus un cours aujourd'hui. Je pense au collège, au lycée, à l'université, en école. Il n'y a plus un cours qui se déroule comme il y a 30 ans. C'est terminé. Voilà, tout l'enjeu dans nos écoles, et là c'est l'objet des refontes qu'on a initiées tous les 4 dans nos écoles, c'est de repenser complètement la pédagogie, c'est-à-dire la manière d'enseigner. Il faut apprendre à... Enfin, c'est compliqué parce que pour enseigner, il faut avoir été expert dans le domaine. Et là, aujourd'hui, on est en train de vivre un moment incroyable, un moment de révolution industrielle comme on n'a jamais vécu. Donc, à la fois, c'est extrêmement enthousiasmant et à la fois, il faut tout repenser en étant prêt en permanence à rebattre les cartes, à changer. Et c'est ce qui fait aussi notre métier à quelque chose d'intéressant. Oui, heureusement. Voilà. Pour aussi cadrer les choses, travailler en groupe de travail, on a beaucoup de chance parce qu'on travaille 4 écoles ensemble, et pour faire avancer aussi à la fois la façon d'enseigner, l'intégration de l'IA dans tous les métiers qui vient, donc dans les compétences qu'il faut que les étudiants acquièrent tous. Il n'y a plus de sujet. Et puis dans la transformation aussi, l'impact de transformation des autres compétences en fait en effet domino. Puis il y a aussi l'enjeu d'éduquer nos élèves à un bon usage de l'IA. Parce qu'en fait, quand on fait des sondages internes, à plus de 80%, ils disent utiliser l'IA pour faire leurs devoirs, leurs projets et tout. Enfin, voilà, faut pas se leurrer. Mais du coup, avec les enseignants, dont le métier d'ailleurs évolue avec l'IA aussi, du coup, on les sensibilise à leur rappeler qu'il reste l'homme ou la femme avec leur créativité, leur imagination, et que l'IA est un outil, les accompagne, mais qu'il faut s'en servir avec de l'éthique derrière. C'est important. Et alors à l'EPITA, il y a une petite particularité supplémentaire, c'est vous pouvez choisir des spécialisations qui vous apprennent à devenir un spécialiste, un expert de l'IA. C'est-à-dire que vous allez fabriquer l'IA. Il y a une start-up qui vient de lever 900 millions d'euros en France, dont le directeur technique est un ancien de l'EPITA. Donc vous pouvez devenir un faiseur de l'IA, celui qui fait, ou celle qui fait bien sûr. Alors peut-être un point, on se dit souvent à quoi ça sert de faire de l'informatique quand il y a de l'IA. Nous, en fait, on ne vous empêchera pas d'utiliser l'intelligence artificielle. Peut-être sur certains exercices, on se dira, tiens, là, vous ne l'utilisez pas. Mais on va vous apprendre à l'utiliser pour accélérer, pour aller plus vite. Mais être un ingénieur en numérique et en informatique, c'est être capable de pouvoir comprendre votre code informatique, par exemple, ou bien sûr votre système numérique. Donc il y a besoin, et c'est normal, d'avoir des cours où il y aura des compréhensions sans IA, et il y aura plein de cours où il y aura de l'IA. Donc l'IA est un outil comme une calculatrice, comme un ordinateur. Donc de toute façon, on vous apprendra à l'utiliser de manière respectueuse. On vous apprendra aussi à enlever les biais, parce que utiliser sans comprendre, c'est pas être ingénieur. Véronique, qu'est-ce que vous répondriez si je vous disais, là je vais me faire l'avocat du diable, que l'IA aujourd'hui, ça va faire disparaître les ingénieurs? Alors, je pense que... Alors, bien sûr que non. Non, parce que en fait, là, c'est ce qu'on évoque. L'IA, justement, provoque de telles transformations et surtout de façon systémique. C'est-à-dire que c'est pas seulement une technologie. Tout est interconnecté, en fait. Donc, pour être capable de réinventer le monde de demain dans ce monde où l'IA est partout, je pense qu'on va avoir encore plus besoin d'ingénieurs qui vont avoir à la fois la compréhension de ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne.
Voilà, où sont les données, comment on les traite, où sont les biais, où sont les risques, voilà. Et puis en même temps, la capacité de transposer ça dans des domaines d'application, de l'adapter aux besoins, de l'adapter aux usages. Et donc, en fait, on est typiquement dans un problème d'ingénieur, un problème systémique, complexe. Donc, en fait, on ne peut pas répondre à cette question comme ça, parce que sinon, tout le monde peut dire, et on dit à peu près tous la même chose. Mais en fait, cette arrivée de l'IA générative, en particulier l'IA générative, elle transforme la société et elle transforme les écoles d'ingénieurs. Et franchement, on est tous des ingénieurs ou des scientifiques à la tête de ces écoles, et on prend ce sujet au sérieux. Et on va le traiter, ça va modifier vraiment très profondément tout ce qu'on fait dans une école d'ingénieurs. À la fois comment on forme les enseignants, comment on utilise l'IA pour concevoir des cours, comment on utilise l'IA pour évaluer, comment on apprend aux élèves à bien utiliser l'IA, comment on prend en compte les attentes des entreprises vis-à-vis des ingénieurs. Qu'est-ce que les entreprises attendent des futurs ingénieurs en termes d'utilisation de l'IA, et comment on va adapter nos programmes pour répondre à ces nouveaux besoins. C'est comment nous-mêmes on va travailler différemment, comment on va recruter peut-être différemment. Voilà. Donc en fait, et c'est normal, toute la société est complètement impactée et doit s'adapter. Et là, on a absolument encore plus besoin d'ingénieurs pour à la fois comprendre et après être capable de mettre tout ça en musique pour répondre à des nouveaux besoins. C'est plus que jamais, on a besoin d'ingénieurs. Donc finalement, vous allez adapter vos formations aux besoins des entreprises. C'est un des axes, il y en a plein en fait, mais c'est un des axes de travail pour nous. Un des impacts de l'IA, c'est de dire, parce que ça on le fait tout le temps, c'est-à-dire c'est notre métier, comprendre l'attente des entreprises, de quels ingénieurs elles ont besoin, et adapter notre formation à ces besoins. Évidemment, l'IA transforme les entreprises, donc transforme les attentes des futurs recruteurs pour les ingénieurs. Donc ça, c'est un des chantiers. Mais il y en a, chez moi, il y en a 7. Voilà. D'accord, on va pas tous les faire, mais c'est un sujet, vous le comprenez, extrêmement important. Alors justement, on était sur le chapitre des entreprises, c'est intéressant parce qu'une école d'ingénieurs, c'est aussi des partenariats, c'est une reconnaissance dans le monde des entreprises, c'est des anciens, des alumni qui sont aujourd'hui des acteurs de ce monde de l'entreprise. Comment ça se passe, les partenariats dans vos écoles? Est-ce qu'ils sont importants? Et concrètement, quel impact ça a sur les étudiants directement, ces partenariats? Qui veut prendre la parole en premier? Moi. Alors, le réseau d'alumni, c'est une des caractéristiques de l'école. Alors évidemment, le SME, avec 120 ans d'histoire, a un réseau d'alumni très important. Bon, ils ne sont pas tous vivants et pas tous actifs, mais voilà. Alors, donc, évidemment, on a un réseau d'alumni très important. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on est proche de ce réseau d'alumni. Il n'y a pas, je sais qu'il n'y a pas que le SME, parce que je discutais tout à l'heure avec Sylvain qui était avec son association d'alumni ce midi, et moi je sors d'une réunion avec eux. Du coup, donc ça c'est très important et c'est utile pour les élèves qui sont à l'école et qui pourront bénéficier de ce réseau. Après, les partenariats, on va revenir encore à la CTI, c'est-à-dire que le référentiel de la CTI, pour être une école d'ingénieurs, il faut justifier de travailler sur ces partenariats, que ce soit des partenariats avec d'autres acteurs académiques, des universités partenaires en France, à l'étranger, d'autres écoles. On a des collaborations entre écoles, des partenariats évidemment avec les entreprises, avec des laboratoires de recherche, et aussi les relations et le suivi des diplômés et de leur carrière. Ça fait partie du référentiel de la CTI. Donc même si Subiotech est beaucoup plus jeune que le SME, on a la même obligation toutes les deux de savoir ce que deviennent nos diplômés, quel métier ils exercent, pour veiller à ce qu'ils exercent ce qu'ils souhaitaient et qu'ils seront bien ingénieurs, et aussi utiliser ce réseau pour avoir le retour d'expérience et faire évoluer nos formations en s'appuyant sur ce réseau d'alumni. Donc les partenariats, c'est un des chapitres du référentiel de la CTI. Donc c'est une garantie aussi, le fait d'avoir la CTI, qu'on sait s'appuyer sur les partenaires, entreprises,
recherche, alumni internationaux. Et concrètement, avoir un partenaire important, hein, j'imagine que vous avez tous des partenaires importants, qu'est-ce que ça amène au niveau de la pédago? Est-ce qu'ils interviennent dans les cours? Est-ce que ça a un avantage? Oui, Une valeur alors, ajoutée? non, mais ils peuvent intervenir dans les cours. Après, les partenariats ne feront pas tout. Ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est de vous offrir le plus de choix possible, en tout cas à l'EPITA, dans le maximum d'entreprises. Moi, à l'EPITA, on forme à l'informatique et au numérique. On pourrait avoir la tentation de tous vous envoyer dans des grandes entreprises du numérique. Il y en a, je ne vais pas les citer, mais vous les avez tous en tête. Ce qu'on cherche à faire, c'est différent. C'est ces grandes entreprises du numérique, les Thales, Orange, Capgemini, qui sont nos grands partenaires. À côté d'elles et eux, on va aussi ouvrir à Hermès, on va aussi ouvrir à Air France, on va aussi ouvrir à Renault, parce que finalement, la promesse qu'on veut vous faire, c'est de vous emmener vers tous les métiers du numérique et quel que soit le secteur. Donc ça, c'est important. Après, les partenaires, on a des partenaires effectivement qui sont plus anciens, qui sont avec nous depuis plus longtemps et donc ils donnent des cours, ils interviennent dans la pédagogie. On va s'assurer que quand on veut ouvrir une spécialisation en informatique quantique, spécialisation c'est l'informatique d'après-demain, les ordinateurs quantiques, il y a des entreprises qui nous disent ouais, effectivement, ça c'est un vrai sujet dans 5 ans, parce que nous, tous autour de la table, on vous forme pour dans 5 ans. Donc on ne va pas vous former pour un job qui va disparaître rapidement. On n'est pas des opportunistes. On est là pour vous préparer à des jobs qui vont avoir vraiment du sens. Donc je parlais de l'informatique quantique. Donc les partenaires de l'EPITA, c'est ceux qu'on voit souvent. Et puis il y a tous les autres qui sont aussi importants, les startups, les entreprises qui ne viennent pas obligatoirement du monde du numérique, mais qui auront besoin de vous, les ingénieurs de l'informatique et du numérique demain. J'imagine quand même de signer des partenariats avec des grandes entreprises, c'est quand même une reconnaissance de l'école, une reconnaissance de la qualité de l'enseignement dans une école. J'imagine à Subiotech, vous avez aussi des partenariats. Oui, tout à fait, avec la même approche que mes collègues. Et c'est vrai que on a des partenariats avec des grands groupes pharmaceutiques comme Sanofi et Servier. Et c'est vrai qu'aux journées portes ouvertes, les parents posent souvent la question des partenariats formalisés. Et quand on leur cite ces quelques grands noms, on sent que ça les rassure aussi. Après, on travaille avec des milliers d'entreprises à travers le placement en stage, en contrat d'apprentissage. Donc, on ne formalise pas avec toutes. Par contre, on travaille le réseau pour maintenir ces relations de confiance. Les entreprises, elles sont impliquées également dans les jurys de fin d'études, dans les soutenances de projets de fin d'études, dans nos conseils de perfectionnement, qui sont des réunions biannuelles où on présente nos évolutions, nos maquettes pédagogiques. Et puis pour revenir sur les alumni, ce qui est intéressant, c'est quand ils passent de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'évaluateur. Nous, on a beaucoup d'alumni à Subiotech parce que notre réseau est encore jeune. Ils sont maintenant tuteurs de stage ou tuteurs d'apprentis. Donc ils acceptent de suivre un stagiaire ou un alternant dans l'entreprise et le font avec plaisir. Et viennent aussi même présenter l'école aux journées portes ouvertes. De toute façon, ils savent de quoi ils parlent. Ce sont les mieux placés. Alors justement, on va parler d'emploi, parce que quand on fait une école d'ingénieur, c'est bien un diplôme, mais un métier, c'est mieux derrière. Les chiffres qui sont annoncés sont souvent très bons au niveau de l'employabilité, mais est-ce que c'est qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est vraiment les vrais chiffres? Alors, évidemment. C'est des questions qu'on peut se poser. Parce qu'encore une fois, on a... La CTI vient vérifier tout ça, tous les placements, et, tous les chiffres autour de l'emploi. Alors, à l'école, il y a 85% des étudiants, des diplômés qui, pour la 3e année consécutive, ont choisi l'aéronautique et spatiale. Et ça, c'est super parce que ça veut dire qu'à la fois, on forme les bonnes compétences, mais aussi on a conservé la flamme, l'intérêt. En tout cas, on a su leur transmettre la passion de l'aéronautique et du spatial. Ils ont voulu poursuivre dans ce domaine parce que quand on regarde les 15 autres pourcents, ils font tout. Tous les ans, il y en a 1 ou 2 qui sont dans la finance. On fait pourtant pas de major en ingénierie financière, mais on fait beaucoup de maths et d'informatique. Donc finalement, ça s'applique aussi. Il y en a qui partent dans les énergies, dans l'informatique, dans la cyber, parfois qui se respécialisent derrière dans une autre école d'ingénieurs. Mais parce que un ingénieur, finalement, ça s'adapte à tout. Alors c'est vrai, quand on regarde juste la filière aéronautique et spatiale,
spatiale, elle est extrêmement porteuse en ce moment. Ça fait 5 ans que la filière recrute entre 25 et 30 000 personnes tous les ans. Donc en premier emploi, surtout. Donc c'est énormément d'opportunités pour les étudiants sur tout le territoire français, et on a une pénurie de compétences dans l'aéronautique et spatiale en Europe et aussi dans le monde, mais surtout en Europe. Et donc voilà, il y a des opportunités qui sont très intéressantes pour les étudiants. En particulier en ce moment en Allemagne, paraît-il. Voilà, j'ai vu sur la dernière enquête d'insertion qu'on a beaucoup de diplômés dans l'aéro qui sont partis en Allemagne, qui attirent beaucoup de talents chez eux en ce moment. Alors, quand on fait une école généraliste, qu'est-ce qu'on fait comme métier après ? En fait, tout dépend du parcours qu'on a choisi au cours des 5 ans. Et en fait, donc, on a structuré à la fois la formation et comme Anne Ségolène, heureusement, en fait, on voit que les débouchés, ils s'orientent aussi vers ces 6 mêmes grands domaines. Donc, alors, il y a les domaines historiques de l'école qui sont tout ce qui est lié à l'énergie. Donc, comment on transforme l'énergie, comment on alimente en électricité les moteurs, les composants électroniques, les fusées, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, ce domaine de l'énergie, il reste un des principaux domaines d'insertion professionnelle, autour de 25-30%. Après, on a un autre domaine autour de la robotique, donc, qui est aussi important. Alors, on peut faire le lien entre l'énergie et la robotique, parce qu'il y a de l'électronique de puissance dans les robots, parce que voilà, un robot, l'enjeu de l'énergie dans un robot, c'est assez important. Donc ça, c'est aussi un des domaines où on va retrouver pas mal d'ingénieurs ESME. On a des métiers très, très larges, très généraux autour de l'innovation, de la transformation digitale. Notamment, on a une majeure avec Soprasteria, donc qui est une grande entreprise de conseil qui labellise une majeure en transformation digitale. Donc, il y a des élèves qui vont faire ça. Après, il y a des gens qui vont dans des secteurs comme la santé, puisqu'on a un partenariat avec Subiotech pour des débouchés dans le secteur de la santé. On a aussi 2 majeurs orientés business et finance, donc on va retrouver des diplômés dans ces secteurs-là. Les transports, parce qu'il y a énormément de besoins. Donc, on va retrouver aussi dans le monde de l'aéronautique, du spatial et de l'automobile, même si c'était quand même assez compliqué ces dernières années sur l'automobile, mais là, ça redémarre un peu. Voilà, donc après, il y a 6 domaines qui représentent ce qu'on fait à l'ESME, et on va retrouver évidemment logiquement les diplômés dans ces secteurs. Merci. J'imagine, Vanessa, quand on vient à Subiotech, c'est pour travailler forcément dans la santé et dans la recherche. Non, vous le faites exprès, pas forcément. Non. Alors, il y a plusieurs métiers. En fait, la santé, c'est très large, entreprises pharmaceutiques, dispositifs médicaux. Mais on va retrouver nos ingénieurs dans l'agroalimentaire, la nutrition, l'agronomie, mais aussi nouvelles énergies, notamment les énergies vertes, l'environnement, ou encore tout le grand domaine de la cosmétique sur des métiers. Alors, c'est vrai que quand ils arrivent à Subiotech, ils veulent tous faire de la recherche en santé. Ça, c'est vrai que 80% de nos candidats nous disent « je veux travailler sur ce métier-là ». Puis en fait, en découvrant les projets, les stages et puis les enseignants, et bien après, on a des ingénieurs affaires réglementaires. On en a même qui travaillent chez Louis Vuitton, parce que Louis Vuitton s'intéresse aux cuirs végétaux, par exemple. Enfin, vous voyez, il y en a qui deviennent ingénieurs RSE, il y en a qui deviennent ingénieurs technico-commerciaux sur des bioréacteurs. Enfin, on a même aussi des investisseurs. Il y en a qui vont travailler dans des fonds d'investissement spécialisés en life science, par exemple. Il y en a qui travaillent à la BPI aussi, qui est la Banque publique d'innovation. Donc, c'est très varié. Et donc, finalement, ils découvrent ça tout au long du cursus. Donc, il n'y a pas que la santé. Mais vous m'avez cherché cette question. Mais bien répondu. Ok, le temps avance, il est déjà 19h32. On va aller doucement vers notre conclusion. Alors, pour conclure, justement, je voudrais vous demander, première question, si vous aviez un conseil à donner à un candidat là, qui nous écoute pour bien réussir d'une part le concours et après ces années d'ingénieur dans nos écoles, dans vos écoles, quel serait-il ? Qui veut se lancer ? Le conseil à donner, à ne pas oublier. Alors, 2 choses, pas une mais 2. D'abord, un qui ose gagne. Voilà, vous pouvez pas savoir si vous n'avez pas testé. Donc il faut oser.
Et c'est une belle qualité d'ingénieur, ça, oser, surtout aujourd'hui. Hein, la prise de risque, on l'enseigne dans nos écoles parce que c'est ce qui va vous différencier des autres. Surtout en France, on a une aversion un peu au risque quand on est ingénieur. Nous, dans nos écoles, on essaye en tout cas de nous enseigner ça. Donc, qui ose gagne. Et la deuxième, c'est que la réussite ne favorise que les esprits préparés. Donc, travailler en amont, ne laissez rien au hasard. Vous avez passé des oraux dans une de nos écoles. Préparez-vous, intéressez-vous. C'est encore temps d'aller à une journée porte ouverte, une journée découverte des métiers de l'ingénieur. Tout ça, c'est... Voilà, donc c'est se préparer et oser. Fille ou garçon, oser. Voilà, c'est parce que ça en vaut la peine. Alors, à Vanessa, faut croire. Je suis devancée, Sylvain, excuse-moi. Moi, j'avais c'est toujours le dernier qui va passer qui aura un peu moins de choix. C'est vrai qu'on ne s'est pas concerté ce genre de passage. Croyez en vous et ne restez pas seul, parce qu'en fait, un projet gagnant, c'est un projet qui se fait en équipe. Donc, sachez bien vous entourer aussi. Alors, qui? Oui, vous pouvez venir nous voir. Déjà, je pense que c'est important. C'est pas facile de choisir une école aujourd'hui juste sur Internet. Venez nous voir. Il y a encore plein de moyens, nous et les autres écoles d'ingénieurs. Hein. Le sujet n'est pas là, mais choisissez un peu quand même en ayant senti à quoi ça ressemble en vrai, parce que nous, on est là, on vous parle, on est très heureux de vous parler, mais il y a plein de moyens de venir nous voir. Et puis ensuite, investissez-vous. Donc il faut travailler, mais c'est pas travailler ces exos de maths et ces exercices d'algorithmie, c'est participer à des projets, avoir envie, s'ouvrir aux autres. C'est ça, s'investir. C'est ça qui fait que vous allez réussir. C'est pas que le travail bête et méchant, c'est vraiment s'investir, et on s'investit difficilement quand on n'est pas motivé. Donc on retrouve un peu le début de la conversation, la motivation, l'investissement. Et je t'ai sûrement volé ton dernier mot. Coup de m'avoir aidé pour cette conclusion. Non, mais choisissez l'école qui vous le plaît le plus. Soyez optimiste. Croyez en l'avenir. Il y a tellement de choses à faire, surtout quand on est ingénieur. Donc voilà, c'est franchement, être ingénieur, c'est la meilleure formation que vous puissiez choisir. Aujourd'hui, on a tellement besoin d'ingénieurs en France. Nous, on fait tellement d'efforts pour que vous ayez envie de venir, pour que vous réussissiez. On a des taux de réussite qui sont excellents, des taux d'insertion qui sont excellents. On ouvre à tout un tas de secteurs, tout un tas de métiers. En fait, vraiment, je ne vois même pas de raison de ne pas vouloir devenir ingénieur. Ça sera le mot de la fin. Hein. Alors, le temps est passé vite. On a plein de sujets qu'on aurait aimé aborder, qu'on n'a pas pu faire, notamment les bachelors. Mais alors, je vous rassure, la semaine prochaine, à la même heure, vous aurez un Twitch spécial bachelor avec des pédagogues, avec des élèves qui font le bachelor. Donc, vous en saurez beaucoup plus à ce moment-là. N'hésitez pas à revenir nous voir la semaine prochaine. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir partagé ces échanges avec vous. Merci en tout cas de votre disponibilité. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour les oraux, puisqu'on va vous rencontrer, pour les épreuves QCM également, si vous venez nous voir. Et puis, toutes les dates des journées portes ouvertes, des journées d'immersion, de tout ce qu'on peut faire pour vous rencontrer, elles sont sur les sites des écoles et sur le site du concours Advance. N'hésitez pas à aller voir. Il reste quelques places pour les journées de préparation au concours Advance qui ont lieu tous les samedis, notamment sur l'oral de motivation, qui est un gros morceau, parce que c'est le plus fort coefficient en coefficient 7. N'hésitez pas à vous y inscrire, que ce soit en région parisienne ou bien sûr dans les villes où sont présentes nos écoles. Merci, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.